Nous allons parler des graphes, qui est notre nouveau chapitre. Qu'est-ce qu'un graphe? Eh bien, on va le découvrir petit à petit. On va dire qu'un graphe va symboliser un ensemble de chemins qui vont mener d'un point à un autre, pour l'instant. Ça, c'est la définition la plus globale. Voilà 4 points, A, B, C, D. Et on voit qu'il y a des chemins possibles, de A à D, de D à D. On parle ici d'une boucle. A à B existe, mais B à A n'existe pas. On parle bien d'une arête qui va d'un point à un autre. Par contre, ici, on a les arêtes dans les deux sens. Et donc, les points, on va les appeler les sommets du graphe. Alors, en explorant un peu ça, on peut se rendre compte, par exemple, que le sommet A, il a des successeurs. Le point B, le point C, le point D sont des successeurs du sommet A. Ce qu'on peut compléter dans un tableau ici. Voilà les successeurs de A. De même, les successeurs de B. Voilà B, on peut aller de B à C. Donc C est un successeur. Par contre, D et A ne sont pas possibles à joindre, donc ne sont pas des successeurs. De la même manière, quels sont les successeurs de C? On a B et D. Et les successeurs de D, eh bien comme on peut aller de D à D, D est un successeur de lui-même. De même, A est un successeur de D. Donc le tableau qui est ici pourrait remplacer le graphe qu'on a ici, puisque le tableau nous permet de refaire le graphe. Au lieu de regarder les successeurs, on aurait pu regarder les prédécesseurs. Les prédécesseurs, c'est ce qui nous permet d'aller au sommet A. Quels sont les points qui nous permettent d'aller jusqu'à A? Eh bien, on peut aller de D jusqu'à A, mais on ne peut pas aller de C jusqu'à A, ni de B jusqu'à A. Donc, l'unique prédécesseur de A sera D. De même, les prédécesseurs de B seront A et C, puisqu'on peut aller de A jusqu'à B et de C jusqu'à B. Les prédécesseurs de C seront A et B, et ceux de C seront A, C et D. Alors ici on parle de graphe orienté parce qu'il y a des flèches. Un autre cas serait le fait de ne pas avoir de flèches. S'il n'y a pas de flèche, on parle de graphe simple et les deux directions sont possibles. Alors cela va être illustré dans cet exemple ici. Voici le plan d'un musée. Dans ce musée, on rentre par l'accueil et puis on va aller vers la pièce C, la pièce G, etc. On va pouvoir circuler a priori librement entre les pièces et donc ici on parlerait plutôt d'un graphe simple. Il s'agit d'un énoncé tiré d'une épreuve de BTS. Visite d'un musée, représenter la situation à l'aide d'un graphe en précisant ce que représentent les arêtes et les sommets. Donc les sommets seront les salles et les arêtes représentent la possibilité d'aller d'une salle à un autre. On peut encore une fois remplir le tableau des successeurs ou des prédécesseurs. Alors on va préciser un peu le graphique en disant que de l'accueil qu'on va appeler O, on peut aller sur G ou sur C, puis toutes les autres places sont accessibles dans un sens ou dans l'autre, sauf la boutique qui représente la sortie. Donc une fois qu'on est en Z, on ne peut plus revenir en arrière. Bon, à partir de ça, on peut assez facilement faire le tableau des successeurs. Les successeurs de A, par exemple, seront C, B et Z. Les successeurs de B seront A, F, D, E. De même, les prédécesseurs de A seront C et B, et les prédécesseurs de B seront D, A, F et E. Vous pouvez essayer de compléter les deux séries suivantes. Voilà la solution. Et de même pour celui-ci. Alors, si vous voulez avancer sur cet exercice, prenez quelques minutes, mettez la vidéo en pause et regardez les sommets de
les sommets E, F, G, H, etc. pour connaître leurs prédécesseurs et leurs successeurs. Autour des graphes, on a beaucoup de vocabulaire assez particulier que je vais illustrer sur cette diapo. Ici, on va s'appuyer sur l'exemple qu'on a vu précédemment. Voilà le graphe qui nous intéresse, qui nous permettra d'illustrer le vocabulaire rencontré. Tout d'abord, on va appeler un graphe un ensemble de points et de lignes qui relient ces points, et les points sont appelés sommets. L'ordre du graphe, c'est un terme que l'on va rencontrer souvent dans les énoncés. L'ordre du graphe, c'est tout simplement le nombre de sommets. Donc, quel est l'ordre de ce graphe? Eh bien, c'est 4. Il s'agit donc d'un graphe d'ordre 4. Un arc est ce qui relie deux sommets distincts. J'ai aussi utilisé le terme d'arête. Et dans ce cas, on dit que les sommets sont adjacents. Ici, par exemple, j'ai un arc qui va de A à D et on peut dire que A et D sont adjacents. De même, D et C sont adjacents. Par contre, D et B ne sont pas adjacents. Une boucle, c'est un arc qui relie un sommet à lui-même. Voilà une boucle sur le point D. Un sommet qui n'est pas relié aux autres est isolé. On n'en a pas dans ce graphe. Ce sera un sommet tout seul. Le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes dont ce sommet est une extrémité. Par exemple, le point A a pour degré 4. 1, 2, 3, 4. Le point D a pour degré 1, 2, 3, 4, 5. Parce que la flèche compte double. Le point B a pour degré 3. 1, 2, 3. On dira qu'un graphe est simple s'il ne comporte ni boucle ni arc double qui relierait deux fois les mêmes sommets, ce qui peut arriver dans certains cas. Imaginez qu'un graphe représente une route, qu'on puisse aller de la ville A à la ville B par deux routes différentes, et bien cela pourrait être représenté par deux arcs. Ici, notre graphe a une boucle, donc il n'est pas simple. On dit qu'un graphe est orienté si on donne un sens aux arcs, c'est-à-dire si on met des flèches. S'il n'y avait pas de flèches, ça voudrait dire qu'on pourrait aller dans les deux sens. Donc ici, on a un graphe orienté qui n'est pas simple. On dira qu'un graphe est complet s'il est simple et que tous ses sommets sont reliés les uns aux autres. Ce qui n'est pas le cas ici. Par exemple, B n'est pas relié à D. Un exemple de graphe complet avec 4 sommets est donné par ce graphique. A, B, C, D sont tous reliés les uns aux autres et les flèches vont dans les deux sens puisqu'on ne les a pas représentés. Donc il s'agit d'un graphe complet d'ordre 4. Alors une notation que l'on va rencontrer souvent, gamma moins de A, c'est l'ensemble des prédécesseurs de A. Gamma moins parenthèse A, ensemble des prédécesseurs. Donc quels sont les points qui nous permettent d'arriver jusqu'à A? Il y a le point D et c'est tout. Gamma moins de D que je montre ici, A, C et D, puisque tous les points A, C et D permettent de relier le point D. De même, la notation gamma plus de A, ça va être l'ensemble des successeurs de A. L'ensemble des successeurs de A, pour nous, ce serait B, C et D. Ici, on va représenter gamma plus de D, l'ensemble des successeurs de D qui sont A et D. Prenez le temps de bien relire cette diapositive et de la compléter dans votre cours si vous avez pu imprimer le cours.
Alors, il arrive donc très souvent qu'on ait besoin de graphes dans la gestion de projet. Et il s'agit de sujets assez courants en BTS. Donc on va voir sur cet exemple-là le graphe qui va dépendre de ce projet. Je vais le lire rapidement. Il s'agit d'un projet d'installation et de formation d'utilisateurs à des ordinateurs. Et donc il y a plusieurs étapes. A, B, C, D. Première étape, déballage et mise en place du matériel. La durée estimée est de 1 jour. Il n'y a rien à faire avant, c'est la première tâche. Étape B, configuration des postes de travail. Avant de faire la tâche B, il faut avoir fait la tâche A. Donc A est antérieur à B. La tâche C, configuration du serveur, prend 1 jour et est à faire une fois que A a été fait. De même, la tâche D, installation des logiciels de base, nécessite que le serveur ait été installé. Donc C est antérieur à A. Etc., etc. On a toutes les données ici et donc on connaît ici les prédécesseurs de chacune des tâches et on va donc pouvoir compléter le graphe à côté. Alors je vous propose de prendre quelques minutes pour essayer de construire le graphe et vous avez la solution juste après. On commence par le point A qui est relié à B puisque B a pour prédécesseur ou pour tâche antérieure le point A. De même, C a pour tâche antérieure le point A, donc on relie A à C. Cela symbolise le fait que A doit être fait avant. Le point D est également relié à C, puisque C doit être fait avant D. Pour le point E, on doit le relier au point B et au point D, puisque E ne peut pas être fait avant B ou avant D. Le point F doit être fait après que D ait été fini. Le point G après que F ait été fini. Le point H après que E et F aient été finis. Et pour finir, I une fois que G et H sont terminés. On obtient donc un graphe assez complexe, comme on peut le voir. Alors, on va voir maintenant la relation entre les matrices et les graphes, la représentation matricielle d'un graphe. Il peut être assez fastidieux de représenter un graphe, ne serait-ce que par un dessin, mais également en donnant les prédécesseurs, on ne voit pas très bien ce qui se passe, ou les successeurs. Donc il y a une représentation qui est très très utile et qui a de multiples propriétés, qui est la représentation matricielle, assez simple à concevoir. On va parler de matrice d'adjacence. La matrice d'adjacence d'un graphe simple. Ce graphe peut être orienté ou non, c'est-à-dire qu'on peut la faire sur un graphe avec des flèches ou un graphe sans flèches. Ce graphe aura n sommets. Dans notre exemple, on aura 4 sommets. Et pour ce faire, on va représenter une matrice carrée de n lignes et donc également n colonnes. Et le coefficient ij sera égal à 1 si xi, xj est une arête du graphe. Ça va être très concret, vous allez le voir une fois qu'on verra l'exemple. Et 0 sinon. Donc, prenons ce graphe en exemple.
et regardons comment nous allons construire la matrice d'adjacence. Donc il s'agit d'une matrice à 4 lignes et 4 colonnes. Je vais représenter ici les sommets, le sommet A, le sommet B, le sommet C, le sommet D, et même chose pour les lignes. Alors, comme je l'ai mentionné ici à droite, les lignes vont donner les successeurs. Donc, de A jusqu'à A, est-ce que je peux y aller? Non, donc un 0. De A jusqu'à B, oui. De A jusqu'à C, oui. De A jusqu'à D, oui. De même, de B jusqu'à A, c'est impossible. 0. De B jusqu'à B, c'est impossible. De B jusqu'à C, c'est possible. Et de B jusqu'à D, c'est impossible. Pour la ligne C, on va avoir 0, 1, 0, 1, puisque seuls les chemins vers B et D sont possibles. Et pour D, un chemin vers D et un chemin vers A. On peut représenter également les résultats par prédécesseurs, puisque les colonnes nous donnent les prédécesseurs. Ainsi, les prédécesseurs de A sont D, de B, A et C, et les prédécesseurs de C sont A et B, ceux de D sont A, C et D. La matrice permet donc de représenter tout dans un seul tableau. Alors, que se passe-t-il quand le graphe est non orienté? Eh bien, tout simplement, la matrice sera symétrique, comme nous allons le voir ici. La lettre A est associée à B, à C et à D. Mais cela veut dire que C, B et D vont vers A, ce qu'on retrouve donc sur la colonne. B va vers C, donc C va vers B. C va vers D, donc D va vers C. Et D va vers D. La symétrie, elle se retrouve au niveau de cette diagonale, c'est-à-dire qu'on a une symétrie par rapport à l'axe de la diagonale. On le voit ici, mais on le voit peut-être mieux en représentant avec des couleurs les lignes et les colonnes. Comme vous le voyez ici, on va avoir des 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 et 1. Alors, pour la suite, voici deux exemples. Un premier exemple avec 4 points. Essayez de faire la matrice d'adjacence. Là, encore une fois, mettez sur pause, essayez de la dessiner en dessous. Il s'agit donc d'une matrice 4, 4. Celui-ci est un peu plus complexe. Alors, on pourrait prendre les points A, B, C, D, mais on aurait plusieurs chemins qui les relieraient. Ça ne nous intéresse pas ici. Ce qu'on va faire, c'est utiliser les petites lettres. Petit a, petit b, petit c, petit d, qui représentent les ponts dans une ville. Et on dira que D est relié à C, puisqu'il est possible d'aller du pont D au pont C. De même, il est possible d'aller du pont A au pont B.
Le sens n'est pas important, c'est-à-dire qu'ici on peut aller de C à D également ici, mais les deux sont comptés de la même manière, c'est-à-dire une seule fois dans la matrice. Là encore, prenez le temps de dessiner cette matrice qui a donc 7 lignes et 7 colonnes, et on a la correction juste après. Alors voilà un graphe assez complexe, avec beaucoup de points, beaucoup de graphes, d'arêtes, et on va définir encore une fois un peu de vocabulaire là-dessus. Première définition, on va dire que la longueur d'un chemin, c'est le nombre d'arêtes qui le composent. Par exemple, si je prends le chemin 1, 10, 11, 12, voilà un chemin. Il est composé de 3 arêtes, donc ce chemin a pour longueur 3. De même, le chemin 2, 14, 15, 7 aurait pour longueur 3, etc., etc. On va maintenant définir la distance entre deux sommets d'un graphe, en disant que c'est la longueur du chemin le plus court qui les relie. Alors, si je vais du point 1 jusqu'au point 5, le chemin le plus court, on voit bien que c'est celui-ci. Si je vais de 1 jusqu'à 3, je pourrais passer par là, longueur 2, ou longueur 3. Le plus court chemin a pour longueur 2. Donc la distance entre le point 1 et le point 3 est donc de 2. Si je vais de 1 jusqu'à 2, qui est ici, bien sûr, je peux passer par là, une longueur 2, je peux passer par là, longueur 3, je peux passer par là, longueur 5, le plus court a l'air d'être cette longueur égale à 2. La distance de 1 à 13, 13 étant ici, le plus court chemin a pour longueur 3, que je passe par ici. Par là, j'aurai 4, par là également 4, donc le plus court est de 3. Un circuit, c'est un chemin qui va d'un sommet à lui-même. On en a un ici, 1, 8, 7, 6, 5, 1. Voilà un circuit. Mais j'en ai un plus petit ici, 3, 5, 4, 3. Il se referme, donc c'est un circuit. Il y en a de nombreux sur ce graphe. 1, 8, 7, 6, 5, 1 est un circuit. Le voilà. Sa longueur est de 5.
1, 2, 3, 4, 5 arêtes. Le diamètre d'un graphe est la plus grande distance entre deux sommets quelconques de ce graphe. Il s'agit d'une notion assez difficile parce qu'il faudrait calculer toutes les distances possibles dans ce graphe et prendre la plus grande. Alors, on ne peut pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. La plus grande serait 10. Parce que si je veux aller de 1 jusqu'à 13, on a vu que la longueur était de 3. Alors, est-ce qu'il existe des points qui sont éloignés de 4? Par exemple, du point 1. 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas faire un chemin plus court? Eh bien si. 1, 2, 3. Alors, quel est le diamètre de ce graphe? C'est assez difficile. Je vous propose de chercher un peu. La réponse... c'est 5. Tous les points sont à une distance inférieure ou égale à 5 l'un de l'autre dans ce graphe. Pour finir, on dira qu'un chemin est hamiltonien s'il passe par tous les sommets du graphe une seule fois. Alors on peut se poser la question, par exemple sur ce graphe, est-ce que je peux passer par tous les sommets une seule fois, sans revenir en arrière? Eh bien, on peut démontrer ici que c'est impossible. Je vous encourage à chercher un peu. Ce graphe ne comporte pas de chemin hamiltonien. Alors un théorème qui va être essentiel, pas très compliqué, on ne va pas chercher à le démontrer, mais essentiel pour déterminer le nombre de chemins dans un graphe. Alors que dit ce théorème? Eh bien que si on a la matrice d'un graphe, voici la matrice qui correspond à ce graphe-là, que je calcule m puissance p, c'est-à-dire m fois m fois m fois m, p fois. Par exemple, m au carré, c'est égal à m fois m puissance 3, c'est égal à m fois m fois m. Eh bien, je vais obtenir une nouvelle matrice carrée. Dans ce cas, l'élément m indice i, j, donc à la im ligne et jm colonne de la matrice A puissance P, va être égal exactement au nombre de chemins de longueur P, le même P que j'ai utilisé pour la puissance, qui relie le sommet I au sommet J. C'est un peu compliqué comme ça, on va le regarder tout de suite sur des exemples. Si je calcule la matrice m au carré, ce que vous pouvez également faire en rentrant la matrice m sur votre calculatrice, si vous calculez m au carré, vous obtenez ce résultat-là. Que représente ce résultat-là? Eh bien, par exemple, la première ligne, ce sont les chemins qui partent de A. De A jusqu'à A, de A jusqu'à B, de A jusqu'à C, de A jusqu'à D. Et le carré, ici, me dit que je regarde des chemins de longueur 2. Et donc, il existe un seul chemin de longueur 2 qui va de A jusqu'à A. Est-ce que vous pouvez le trouver? Le chemin de longueur 2 qui va de A jusqu'à A, le voilà, A, D, A. Il existe deux chemins de longueur 2 qui vont de A jusqu'à D. C'est un peu plus difficile à voir. Il s'agit du chemin A, D, D. Voilà un chemin de longueur 2 qui va de A jusqu'à D. Et puis le chemin A, C, B, D. Voilà les deux chemins et je sais qu'il n'y en a pas d'autres. De A jusqu'à C, il y en a un. Il y en a deux, comme nous l'avons vu, de D jusqu'à D. De D jusqu'à D, on peut faire D, D, D ou D à D. Combien y a-t-il de chemins de longueur 3? Eh bien pour cela, on va calculer la matrice m puissance 3.
Voilà la matrice m puissance 3. M puissance 3, je vois que ici cette valeur vaut 4. Il s'agit des chemins de longueur 3 qui vont de A jusqu'à D. Il y a 4 chemins de longueur 3 allant de A jusqu'à D. Est-ce que vous pouvez les trouver? Mettez en pause, prenez le temps 2 minutes pour les trouver tous. La correction, vous devez avoir trouvé ces chemins-là. ABCD, qui va bien de A jusqu'à D en 3 étapes. ADAD, ACDD, et le dernier ADDD. Ce théorème a des conséquences immédiates très pratiques puisqu'il va nous donner le nombre de chemins de longueur P allant d'un sommet à un autre dans tous les cas. Un corollaire est que si tous les éléments de m puissance p sont supérieurs à 0 pour une certaine valeur de p, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun 0, cela veut dire que le graphe est connexe. Cela signifie que je peux aller de n'importe quel point à n'importe quel point en un nombre fini d'étapes. Alors, nous avons assez de vocabulaire et d'outils pour commencer quelques exercices. Vous pouvez télécharger la fiche d'exercice et on va regarder ensemble quelques-uns de ceux-ci.